on reconnaît qu'effectivement, il y a assez peu de discours comme ça dans la fonction. Ça fait du bien. Voilà. Je vais appeler maintenant les parties civiles, et la partie civile que peu personne encore à entendre, que je remercie tout particulièrement d'être venu, c'est Monsieur François Omril. Monsieur François Omril, qui est le patron de la CGC, patron national, ingénieur de formation, après avoir traversé des sociétés comme Péchinet, comme Alcan, Rio Tinto, n'est-ce pas? Vous êtes membre de la CGC depuis 1990, si les informations Wikipédia sont justes. Et si l'intelligence artificielle de Wikipédia m'a bien renseigné, vous avez en 2013 été candidat à la présidence de la CFE-CGC, mais c'est Carole Couvert qui a été élue. On n'a pas remis le couvert. Vous avez remis le couvert, c'est en 2016. Mais cette fois-ci, c'est vous qui avez été élu. Et vous avez été élu avec 90,83% des voix. Quand je dirais que un public de DRH a applaudi un président de confédération syndicale, c'est quand même assez fabuleux. Le tribunal de la Cordelière permet tout. Alors, j'ai une première question, mais qui est une question très factuelle. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais en Chine et au Japon, des robots ont été licenciés. Ces robots, a priori, faisant du travail de cadre, je me pose la question de savoir si vous comptez créer au sein de la CFE-CGC une section humanoïde. Bah, disons qu'à ce stade, ça n'est pas prévu, mais la créativité étant particulièrement indispensable dans cette période actuelle pour une organisation syndicale, à tout point de vue, hein, que ce soit dans les interactions qu'elle entretient avec la société, mais aussi avec l'avenir qu'on nous prévoit, il faudra peut-être remettre cette question sur l'établi. Ce qui est aujourd'hui au cœur même des préoccupations d'une organisation comme la mienne, c'est effectivement de regarder comment, dans le projet de société qui se prépare et qui est à l'œuvre en permanence, il reste toute la place pour les personnes qui composent la société, qui font sa ressource et qui, à travers les différentes entreprises qui se forment dans la société, eh bien que chacun prend sa part dans ce développement et que chacun a sa part en même temps au moment de comme on le dit souvent, se partager les fruits de la croissance et de l'évolution, parce que alors dites-moi, pour ça vous avez peut-être besoin d'ordonnance. Je dois vous dire que cette question, effectivement, d'ordonnance pourrait nous emmener dans une zone où la santé de chacun pourrait être en péril, mais j'ai compris, vu le niveau plus que remarquable de l'ensemble des intervenants et des experts, que le sujet des ordonnances était peut-être un sujet qu'il fallait laisser de côté pour le moment et considérer que l'importance des débats et les enjeux et les questions qui sont posées méritent effectivement qu'il y ait sur le sujet un consensus de meilleure qualité que celui qui a eu lieu à l'occasion des contacts sur les ordonnances. Alors, dites-nous ce que la CFE-CGC inscrit dans sa future stratégie, dans sa stratégie actuelle, qui rentre dans cet environnement donc un peu disruptif de l'arrivée de l'intelligence artificielle et des robots dans l'entreprise. Comment vous intégrez ça en termes de stratégie syndicale? Alors, la stratégie syndicale, elle est en permanence comment vous dire, elle est en permanence en examen, en réflexion, pour pouvoir réactualiser la proposition syndicale. Moi, je suis de ceux qui prétendent que justement, dans un monde où beaucoup de choses sont un peu bouleversées, où les différents pouvoirs politiques, d'où qu'ils viennent, et quelle que soit la nature de leur pouvoir, en tout cas c'est l'impression et c'est l'analyse qu'on en fait, ont un peu abdiqué finalement de leur capacité à agir sur le réel, la proposition syndicale est une proposition très moderne, mais que c'est à notre charge justement de la reformuler tout en conservant très présente dans notre corpus revendicatif, de reformuler notre proposition syndicale de façon à la rendre disponible à l'ensemble des générations et dans une société où justement un certain nombre
deux questions se posent. Et vous avez cité tout à l'heure, je veux rendre hommage au travail qui a été fait juste aujourd'hui à l'intercongrès de la métallurgie de la CFE-CGC, dont notre président Gabriel tout à l'heure nous a fait une prestation plus que remarquable. Et la question qui s'est posée beaucoup, c'est la question de la compétence de chacun, mais aussi de la capacité qu'a chacun à rester propriétaire de sa compétence, à ne pas en être dépossédé. Et ça nous paraît être une des questions clés justement de la société d'aujourd'hui, ces des marges de manœuvre que chacun possède au départ et dont chacun pourra rester propriétaire pour pouvoir rester maître d'une certaine manière de son destin et ne pas être l'otage de décisions qui sont prises à l'extérieur du corps social qui constitue dans l'entreprise. Évidemment, il y a un corps social dans la famille, il y a un corps social dans l'environnement. Nous nous intéressons, nous, organisation syndicale, au corps social de l'entreprise. Et ce qui fait, je fais écho à la syndicalisation des robots que vous évoquiez tout à l'heure, ce qui fait la raison d'être d'une organisation syndicale, c'est justement de créer un collectif, une communauté, au sein de laquelle les individus trouveront du sens à pouvoir développer leur individualité. L'analyse qu'on porte sur la société n'est pas une analyse pessimiste. Simplement, c'est effectivement une analyse un petit peu inquiète qui nous fait penser que l'évolution du monde à travers la mondialisation, à travers les différents process qui guident finalement à définir des axes de progrès, excusez-moi, au fait que chaque individualité, en cela qu'il représente une originalité diverse, finalement est renvoyée un petit peu à une case d'individu, où on va l'intégrer dans des process dans lesquels les marges de manœuvre qu'il a lui-même vont de plus en plus réduites. Finalement, dans cette société, et c'est notre analyse fondamentale, dans la société d'aujourd'hui, une société extrêmement mécanisée, pas seulement à travers ses machines, mais aussi à travers les différents process des interactions entre les gens, une société beaucoup dématérialisée, bien finalement l'individualité et l'originalité de chacun a de plus en plus de mal à s'exprimer. Et pour faire le lien avec la question qui est alternativement plus ou moins au cœur du débat, et de la question des RH et de l'impact de la compétence RH, j'aime bien toujours revenir à la compétence RH, en cela qu'elle décrit une personnalité particulière et une capacité à rentrer en interaction. Je veux rendre hommage à ce qu'a dit Serge Tisseron, que je connais par ailleurs, et je renvoie, moi qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous, à son ouvrage 3, 6, 9, 12 sur les écrans, que chacun doit lire, je pense, avant d'avoir des enfants et tout le long que les enfants grandissent. Et je pense que c'est ça qui est vraiment très particulier, et point sur lequel, pour le coup, pour répondre un peu plus précisément à votre question, la stratégie syndicale doit vraiment s'incarner, c'est de travailler sur ce qui va finalement créer de l'interaction entre les personnes. Toute la clé, elle est là, et pour le coup, on a vraiment un débat à avoir avec l'ensemble des acteurs du monde RH pour que ce que nous construisons ensemble dans l'entreprise, cette valeur ajoutée immatérielle qu'il y a dans l'interaction des individus, crée une valeur qui puisse être rétrocédée à chacun. Et notre analyse, elle est que justement cette valeur ajoutée immatérielle, à travers les dispositifs qualité, à travers tout ce qui s'est développé du début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, finalement a été non pas niée, mais simplement on ne l'a pas suffisamment valorisée. Et c'est vrai que quand nous on entend que dans certaines grandes sociétés, on remplace l'interaction RH dans l'évaluation des individus, dans l'évaluation des parcours, dans l'orientation, par ce qu'on a appelé du ranking. Vous savez qu'il y a eu une enquête, il y a eu peut-être même un scandale sur le sujet, où finalement on inversait la proposition, au lieu d'être à l'écoute d'un parcours, d'un désir finalement, et de travailler à mettre en adéquation un besoin et un désir d'une personne vis-à-vis de son organisation, à travers le ranking des entretiens individuels, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On a une mesure absolument top-down d'un service. On ne sait pas d'où ça vient d'ailleurs. C'est probablement un cabinet de consultants qui dit, vous savez, dans une organisation, il faut avoir 20% de très bons, 20% de très mauvais et 60% entre les deux. Démerdez-vous, il faut que les chiffres qui me remontent à Manhattan, à Shanghai ou je ne sais où, correspondent à ça. Alors ça marche effectivement à la moyenne, mais comme on dit souvent, et j'interpelle ici pour le coup les éminents
scientifiques et mathématiciens qui sont intervenus. Quand on monte dans un avion, on a une chance infinitésimale d'y rester, mais quand l'avion s'écroule, on a 100% de chance d'y rester. Donc, c'est un peu le problème, c'est que quand on est le dernier à passer un entretien individuel dans une structure de grande taille et qu'on a l'impression de tout donner finalement, hein, quel que soit son âge, on veut parler de soi, de sa carrière, de son implication, on veut être comptable de ses résultats, et en face de soi, on a quelqu'un qui regarde et qui dit, mais voyons voir, tu es le 10e à passer, j'en ai déjà eu 2 bons, 4 mauvais, ça va pas être facile pour moi de te donner autre chose que la note qui m'est imposée par le résultat statistique. Quand je dis ça, je n'invente absolument rien. Je suis ici pour témoigner, ça fait aussi partie du rôle que je dois jouer et que je dois assumer, que ces situations existent. Et qui nous prouvent finalement que, en industrialisation, en allant trop loin, dans cette volonté finalement d'être exhaustif dans les données qu'on manipule, ce que moi j'appelle le fantasme de l'exhaustivité. Le fantasme de l'exhaustivité ne nous dit rien de la vérité. Vous l'avez cité tout à l'heure, je vais terminer là-dessus. Moi, je suis géologue de formation. Et en 1982, je fais mon premier stage de levée de cartes géologiques sur le terrain dans le Jura. Nous étions par groupe de 3 ou 4. Hein. Et vous savez, quand on lève une carte géologique, finalement, c'est assez simple. Hein. Il faut accepter de s'écorcher les genoux sans les ronces, aller dans des chemins avec la caillou, taper du caillou, et regarder si l'affleurement correspond, on met ça sur un cahier. Et puis après, petit à petit, on reconstitue des structures. Et on était très très motivés. Notre objectif était de rentrer au campement avec le maximum de cailloux, de façon à ce que le soir, on puisse avoir beaucoup d'informations pour reconstituer la structure. Et en sortant, un de nos professeurs, un des meilleurs d'ailleurs, nous dit, vous savez, faites attention, ne recueillez pas trop de données. Parce que vous savez, elles sont parfois contradictoires les unes avec les autres. Ce que moi je vous conseille, c'est d'avoir une idée suffisamment, non pas arrêtée, mais une idée a priori de votre structure. Et d'aller vers l'endroit, vers le lieu où vous allez recueillir la meilleure donnée qui pourra soit confirmer, soit infirmer votre idée. Et comme ça, par approche successive, finalement, de vous forger une conviction sur la structure. Méfiez-vous, quand il y a trop de données, on ne peut plus rien comprendre du système dans lequel on est. Et moi, il me semble que peut-être c'est, en tout cas, un point sur lequel je voudrais terminer, c'est que moi, je veux que chacun se méfie du fantasme de l'exhaustivité pour la partie RH, parce qu'à accumuler trop de données, on ne comprend plus rien des structures humaines qui nous. Merci, monsieur. Oui, on a parlé des robots japonais licenciés. Alors, avant de savoir s'ils rêvent de prud'hommes électriques, je voudrais savoir si, comme en Suède, vos homologues de TCO ont déjà intégré les chatbots comme syndiqués. Je voudrais savoir si vous accepteriez déjà d'ouvrir la porte à ces robots conversationnels et à leurs homologues d'intelligence artificielle. Bah, écoutez, pour tout vous dire, et là encore, ça complétera la réponse sur la stratégie de l'organisation. Je profite de l'occasion de le dire. J'ai beaucoup de chance et beaucoup d'honneur d'être à la tête d'une organisation qui se développe en ce moment et qui me permet de répondre à tous ceux qui disent oui, la représentativité, etc. Vous savez, le champ en France est immense pour la syndicalisation des gens. Donc, avant de travailler sur la syndicalisation des robots, nous avons, je crois, encore pas mal de choses à faire pour compléter notre agenda de syndicalisation des humains. Et bon, ça n'empêche pas que la question reste dans l'agenda sur le